Bonjour, bienvenue à Regard sur les technologies d'intervention en dépendance. On vous propose un dossier de 5 épisodes qui explore ce qui se fait au Québec au niveau des interventions de prévention et de réadaptation avec les nouvelles technologies dans le milieu de la dépendance, avec ou sans substance. L'intervention à l'aide des nouvelles technologies est un sujet qui suscite l'intérêt de l'équipe de recherche Hermès, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Association des intervenants en dépendance du Québec et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Réunis au printemps 2021 lors d'un symposium sur le sujet, ils ont eu envie de poursuivre la réflexion en proposant ce dossier de balado. Ce dernier épisode s'intéresse à l'accessibilité des services offerts avec les nouvelles technologies sous différents angles. L'accessibilité aux technologies en soi et comment, à leur tour, elles rendent les services plus accessibles. Il y a un avant et un après la pandémie qui a forcé un déploiement rapide de l'utilisation de ces nouvelles technologies. On commence par écouter Daniel Saint-Arnaud, chef de service et responsable des services jeunesse offerts par la Direction de santé mentale et dépendance au Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Je lui ai demandé comment ils ont adapté leur offre de services avec les nouvelles technologies depuis la pandémie. Avant la pandémie, on avait je dirais pas strictement parce qu'il y a toujours eu de l'intervention téléphonique avec les usagers, mais la modalité principale d'intervention, c'était des rencontres en présentiel. Depuis la pandémie, bien évidemment que quand ça nous a frappé, il a fallu regarder avec nos équipes pour mettre en place une offre de service, pouvoir aller rejoindre les gens qui étaient... On était tous en isolement à la maison pour la majorité des gens. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle notre planification, la téléconsultation. On a travaillé un guide, on a pondu ça assez rapidement, à l'intérieur duquel on a regardé le lieu où s'exerce la téléconsultation. On a regardé au niveau des enjeux, de la confidentialité en lien avec le numéro de téléphone pour s'assurer que si on avait un intervenant qui faisait du travail en télétravail, qu'on puisse masquer le téléphone, tout ça. On a regardé au niveau de la capacité d'utiliser la fonction appel-conférence sur le téléphone. On a mis des avis de signature dans l'Outlook pour aviser la clientèle des procédures, puis tout ça, puis de s'assurer que quand on envoyait une confirmation, par exemple, d'un échange téléphonique avec un usager, qu'on envoyait ça par courriel, que ça ne devienne pas une plateforme d'intervention pour que la personne soit en attente. Par exemple, si une situation de crise, qu'on intervienne pendant la nuit, tout ça. Fait qu'on a travaillé à mettre cette procédure en place-là. Ensuite de ça, on a regardé tout le déroulement, on a mis en place tout le déroulement de la téléconsultation. Donc, comment on convient la téléconsultation avec l'usager, l'heure du rendez-vous, tout ça. Fait qu'on a tout mis ça par écrit. Comment on s'identifie, comment on fait la double identification, s'assurer du consentement libre et éclairé en tout temps auprès des usagers. On a également regardé la téléconsultation en contexte de télétravail. Fait qu'on a mis ça dans notre procédure. On a regardé au niveau des horaires, capacité d'être rejoint en tout temps pour nos intervenants qui font du télétravail, la gestion des boîtes vocales, le matériel à avoir à sa disposition quand je suis en télétravail ou autre, pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir intervenir auprès des clients. Les notes au dossier, comment on fait des notes au dossier. On a dû revoir aussi tout le processus de jetons parce que les gens n'avaient pas tout accès à l'ensemble de la plateforme du Sismo quand ils étaient à domicile. Il faut lui travailler fort pour que les gens puissent avoir des jetons et accès à tout ce qui est nécessaire. On a regardé au niveau des consignes avec la DRIM, par exemple, s'il y avait des choses qui étaient nécessaires de mettre en place au niveau du télétravail. On a fait des contrats de télétravail, on a fait des résumés, puis on a mis un paquet de sources pour nos intervenants pour pouvoir les accompagner dans ces nouvelles pratiques-là. Est-ce que ces nouvelles pratiques sont accessibles pour tous? On écoute ce qu'en dit Myriam Foisy, ergothérapeute à la clinique de toxicomanie du CHUM,
Puis Marianne Saint-Jacques, psychologue praticienne et directrice du programme de maîtrise d'intervention en dépendance à l'Université de Sherbrooke. Non, la téléconsultation n'est pas accessible à tous. Je crois que j'ai même pas le quart de mon caseload qui, en fait, a accès à la technologie nécessaire pour faire de la téléconsultation. D'abord, ça prend quand même un accès à Internet dans un lieu assez privé pour respecter la confidentialité. Ça prend un ordinateur ou un téléphone. J'ai l'impression que pour des personnes qui, en ce moment, sont à avoir des objectifs de remplir leurs besoins de base, comme s'alimenter, maintenir leur état de santé viable, potentiellement se trouver un logement, on est loin d'économiser pour un ordinateur pour faire de la téléconsultation. Marianne Saint-Jacques. La téléconsultation a permis de donner accès à beaucoup de monde, mais aussi était une façon qui était... je te dirais que c'est pas pour toutes les clientèles. Il y a des gens qui, particulièrement, plus sont désorganisés, plus ils ont des besoins multiples de services, plus ils sont en souffrance. Et plus il y a de comorbidité, généralement, tu sais, ce qu'on entendait du réseau, c'est ça fonctionne plus ou moins bien là. C'est comme si, particulièrement là, quand il y a de la méfiance ou il y a de la difficulté à faire confiance ou tu sais, des gens qui ont été ballottés d'un intervenant à l'autre ou même d'une relation à l'autre, qui ont vécu beaucoup d'abandon dans leur vie. Donc, particulièrement nos patients qui ont des troubles de l'attachement, des fois cette distance-là, comme ça, à distance, était trop difficile. Là. Ils avaient besoin de ce contact en face à face là. Donc, je sais qu'il y a certains endroits, ils ont réfléchi assez rapidement, à dire il faut qu'on recommence à voir certaines clientèles en face à face parce que même si on est capable de placer des services en téléconsultation, on réussit pas à bien les desservir. Là, ils ont besoin de cette sécurité-là, de se retrouver face à face avec un être humain. Christine Jean, directrice du centre Waban à Latuc, qui offre des services de thérapie en hébergement aux communautés des Premières Nations, nous parle de leur réalité. Les gens ont hâte qu'on renoue avec notre réalité d'avant et qu'on soit en présentiel. Qu'on soit vraiment ensemble, dans une salle, dans un groupe. Ça a été demandé beaucoup. Mais pas beaucoup d'utiliser la technologie. Là. Puis on n'a pas vraiment ouvert la porte à ça non plus. Donc, on a adapté notre réalité avec une autre approche. Bien, pas une autre approche, mais en pouvant accueillir des gens, mais moins à la fois. Donc, c'est plus là-dessus qu'on a misé au lieu de se lancer là, au niveau technologique. Puis, il y a la réalité qu'on est quand même situé à Latuc. Notre réseau est pas toujours le meilleur réseau qu'on peut avoir là, pour utiliser. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a réfléchi de dire, bon, si on commence à faire une intervention ou un Zoom ou un Team, peu importe, puis que là, ça lag, ça coupe, puis qu'on parle à personne, on n'a pas... c'était un frein, ça aussi. Puis on avait cette sensibilité-là de penser, quand les gens, on commence à faire une intervention, puis que les gens, ça rouvre une blessure, qui va être là pour s'occuper d'eux dans 1 heure ou 2 quand la blessure va être encore ouverte? Puis ça, c'était quelque chose qu'on voulait pas créer. On voulait pas aller dans ce sens-là parce que les gens, chez eux, on trouvait que c'était plutôt un risque. C'était comme un peu un abandon qu'on voulait pas faire, de dire à la personne si elle va pas bien, parce que souvent, les émotions, c'est quand ça redescend après qu'on ait donné les outils, puis que là, ça réfléchit, puis là, c'est dans la nuit ou c'est le soir. Puis là, on s'est dit, ces gens-là, on veut pas les abandonner comme ça, tout seul chez eux avec leurs sentiments, là. Puis ça pouvait être aussi des sentiments qui étaient positifs, puis qui allaient être tout seul à gérer ça, ces sentiments positifs-là. Donc, c'est pour ça. On n'a pas trop ouvert la porte, là. Donc, c'est peut-être ça qui fait la différence, là, contrairement à d'autres milieux qui ont décidé de bien l'utiliser. Christine Jean nomme également les enjeux à l'accessibilité aux interventions avec les nouvelles technologies. On l'écoute. C'est pas facile pour tout le monde, hein, la technologie. Tu sais, ici à Waban, on a une bonne rétention au niveau de notre personnel. Donc, il y a des gens qui sont pas...
Ça fait 30 ans qu'ils travaillent ici, puis la technologie, ils l'ont jamais utilisée pour faire de l'intervention. Fait que c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon de travailler. C'était pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui a embarqué dans ce move-là de dire j'utilise la technologie parce qu'il y avait un malaise aussi là, d'utiliser. Par contre, on est une petite équipe, là, on n'est pas, en tout, on est 23 employés à Waban. J'ai une équipe de 6 au niveau des intervenants. Donc, chacun y allait avec les connaissances et compétences qu'il y avait et on a replacé l'équipe là, avec les forces et les petites lacunes de chacun. Mais c'est certain que ce qui était primordial, nous, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est plutôt au niveau de la confidentialité et le lien de confiance à créer, donc qui était peut-être plus difficile là, par la technologie. Avoir l'accès à la technologie, mais avoir aussi les outils. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur ou tu sais que c'est dans un environnement familial, c'est difficile de faire de parler de ces problématiques ou en tout cas de s'ouvrir quand tu as tes enfants qui sont à côté ou ta femme ou ton conjoint. Donc, il y a tout cet environnement-là aussi qu'on trouvait difficile là, à gérer. Mais on n'avait pas de pouvoir non plus là-dessus, hein, les gens dans leur vie intime. Là. Donc, on n'a pas trop poussé la note à s'en aller vers la technologie. Écoutons maintenant l'avis d'Olivier, utilisateur des services en réadaptation en dépendance sur l'accessibilité des services à distance et ses souhaits quant à leur pérennité. Ben, ça dépend vraiment parce que, mettons, à Montréal, là, en ce moment, l'accessibilité est vraiment pas la même là, que celle que j'avais quand j'étais à Rimouski, par exemple. À Rimouski, ben, c'était vraiment complet. Là, j'avais vraiment, j'ai eu du présentiel, j'ai eu un numéro de téléphone cellulaire où je pouvais envoyer des textos, puis j'avais la réponse était rapide, puis vraiment un service parfait, puis tout ça. Mais à Montréal en ce moment, j'ai pas de numéro de téléphone où je peux rejoindre, j'ai pas de texto où je peux envoyer des textos, j'ai pas l'accessibilité, c'est très difficile. Il faut que j'appelle à la clinique, puis parler avec sa secrétaire de mon médecin qui ne répond pas souvent au téléphone, puis que son ratio de réponse est à la semaine, donc ça peut être assez gênant, là, on va s'entendre. Mais sinon, mes rendez-vous présentement sont aux 6 mois, là, puis je fais parfois des tests d'urine aussi, donc mais c'est ça. C'est pas le même service qui est offert, mais pour l'améliorer, c'est ça. Il faudrait probablement faire en sorte que le service soit offert, que le service qui soit offert soit le même. J'aimerais ça que ça s'installe plus, que ce soit permanent, là, ces services-là, que ce soit plus accessible aussi, puis que, mais là, je comprends que en ce moment, ce soit un petit peu moins facile d'installer ce genre de service-là avec le manque d'effectifs qu'il y a dans le système de la santé, mais c'est sûr que ça serait bon, là, ça nous aiderait beaucoup, les toxicomanes qui essaient de se rétablir, puis on a besoin de monde alentour de nous autres. On n'a pas toujours vu. Dans la plupart du temps, nous, on n'a pas vraiment de monde alentour. Les toxicomanes, on va s'entendre que c'est ce genre d'outils-là, pour nous, ça veut dire beaucoup. Là. Donc, ouais, j'aimerais ça que ce soit plus, que ça s'installe permanent. Au 6 de la Montérégie, à la suite de demandes faites par les intervenants aux gestionnaires, Daniel Saint-Arnaud explique les stratégies mises en place pour rejoindre les personnes qui n'avaient pas accès aux technologies et comment ces nouvelles modalités viennent offrir une nouvelle option afin de faciliter l'accessibilité aux services. On s'est rendu disponible pour aider. On avait des usagers qui avaient des difficultés à installer. J'ai des éducateurs qui sont allés à domicile aider les gens avec la technologie pour, malgré que c'est pas notre rôle, on le fait dans beaucoup, beaucoup de cas
où on a envoyé des gens sur place pour donner un coup de main. Fait que ça aussi, ça c'est venu créer quelque chose de cute parce que, tu sais, dans certains cas, ben les gens étaient vraiment reconnaissants et n'avaient jamais utilisé les technologies. Fait que ça aussi, ça a amené ce bon côté-là aussi. Fait que, tu sais, on parle beaucoup des difficultés de la pandémie, mais assurément qu'en bout de ligne, on va avoir vu aussi dans l'ensemble des bons coups que ça a permis de mettre en place. Il y a des groupes avant la pandémie qui étaient plus difficiles à mettre en place un peu partout dans tous nos secteurs. À titre d'exemple, je vous donne l'exemple du groupe jeu. Il n'y a pas de masse critique dans l'ensemble de nos points de service dans certains points de service, comme par exemple Sorel. J'aurais jamais suffisamment de joueurs pour mettre en place un groupe. Donc, ce qu'on a fait avec la pandémie, on a mis des groupes virtuels inter-équipes. Donc, on a convenu avec nos équipes de quel type de groupe on pourrait mettre en mode virtuel inter-équipe. Le groupe jeu en fait partie. Ça va être maintenu à long terme. Donc, l'ensemble des groupes qu'on a mis en place en virtuel, on souhaite les maintenir, plus nos groupes en présentiel. Le côté positif également de la pandémie, c'est que il y avait, comme je vous disais, il y avait avant la pandémie des consultations téléphoniques, mais c'était pas très répandu. Mais maintenant, avec la pandémie, en fait, on vient d'élargir le menu d'options de rencontres pour les clients. Donc, quelqu'un qui est peu mobile, on a regardé au niveau des tablettes, on a mis plein de choses en place pour s'assurer de rejoindre les populations les plus vulnérables, celles avec lesquelles il était difficile d'avoir accès ou celles du matériel informatique. Pendant la pandémie, je vous dirais que les angles morts qu'on avait, c'était cette population-là pour laquelle il était difficile d'avoir accès à des technologies. Puis nos jeunes. Parce que nos jeunes, quand la pandémie est arrivée, nos jeunes, on les rencontrait à l'école. Ça, la pandémie, ce qu'elle est venue nous montrer, c'est que dans notre fiche, notre fiche d'identification pour avoir des services, il y avait des éléments qui étaient manquants. Donc, on a revu notre fiche, puis de référence de nos usagers chez nous. On y a inclus le courriel des jeunes. Là, on a même ajouté maintenant, ils ont un numéro pour Teams. Donc, si on veut échanger avec eux par Teams, ils ont un numéro d'étudiants. Fait que c'est pas l'ensemble des services scolaires, c'est pas pareil partout au Québec. Donc, d'une région à l'autre. Fait qu'on s'assure d'avoir toutes les informations pour que si demain matin, on se retrouve à ne plus pouvoir offrir nos services dans les milieux, dans les points de chute qu'on appelle, mais qu'on puisse avoir des modalités pour rejoindre l'ensemble de notre clientèle. Donc, pendant toute la pandémie, pour la clientèle la plus vulnérable, pour lesquelles il n'était pas possible d'avoir de la technologie, on a adapté nos locaux pour qu'ils puissent venir chez nous en présence pour avoir accès à du matériel informatique et pouvoir participer à des groupes en virtuel. Donc, ça a été beaucoup d'adaptation, mais en même temps, on s'est retourné rapidement, mais la beauté de la chose, c'est qu'à l'heure actuelle, on a développé un paquet de choses qui nous aurait pris plein d'années à mettre en place probablement, mais qu'on a dû faire rapidement. Dans quelles circonstances l'utilisation de la téléconsultation a facilité l'accès aux services? Myriam Foisy donne cet exemple. Oui, il y a quand même certaines personnes qui étaient comme plus isolées de par leurs conditions de santé mentale. Par exemple, des personnes qui avaient comme des troubles anxieux assez importants puis que juste de venir à leur rendez-vous en présentiel, c'était difficile, voire impossible. Fait que souvent, on pouvait pas les traiter, on devait les référer à des équipes dans la communauté, par exemple. Puis là, le fait de pouvoir faire ça en télémédecine, ça l'a permis justement de pouvoir leur offrir des services à distance, puis de les encourager avec une gradation de la tâche à finalement atteindre l'objectif qui est de se déplacer jusqu'au rendez-vous à l'hôpital. Quant à l'accessibilité de l'offre de services spécialisés, la démocratisation de l'utilisation des technologies induite par la pandémie a modifié les habitudes.
On écoute Marianne Saint-Jacques. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça a permis de briser les barrières géographiques, d'avoir accès à des services spécialisés, peu importe où on était au Québec. Et ça, je pense que ça va rester. Il y a toujours eu une demande pour l'intervention à distance. Avant la pandémie, c'était vrai. Je pense qu'il y avait une plus grande réticence des professionnels de la santé mentale et des services sociaux à offrir ce service-là à distance. Le besoin, il était là, puis il était nommé. Puis, tu sais, moi, j'avais régulièrement des demandes, on en recevait. Puis mes collègues, tu sais, étaient peu enclins à le faire. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent compétents, à l'aise, puis qui, en devant le faire, parce qu'ils n'ont pas eu le choix pour continuer à offrir les services, continuer à avoir une job pour certains, mais aussi parce que la demande était vraiment très, très, très importante, puis ils trouvaient ça difficile de dire non. Ils ont passé par-dessus ces barrières-là, ils ont apprivoisé la technologie, les modalités différentes. Puis là, maintenant, moi, j'ai des collègues qui ne veulent plus faire du face-à-face, ils ne font que de la télépratique à partir de chez eux. Donc, c'est clair que ça a fait exploser l'offre. Pour quelqu'un qui a une dépendance aux jeux vidéo ou à l'utilisation d'Internet, est-ce néfaste de proposer une téléconsultation ou s'agit-il d'une stratégie qui favorise l'adhésion au traitement? Voici ce qu'en dit Gabrielle, qui a connu ce type de dépendance. Honnêtement, je pense que oui. Dans la mesure où le présentiel est impossible, je crois que de garder le contact est vraiment important, vu qu'on ne veut pas laisser la personne en besoin seule. C'est sûr qu'il y a ses bons et ses mauvais côtés, mais je crois que les avantages prennent le dessus sur les désavantages, selon moi. Et ce serait quoi les avantages versus les désavantages? Il y a toujours, dans le fond, la prise de contact. Juste le rappel. Dans le fond, j'appelle ça des rappels, là, mais juste de continuer le suivi. C'est le meilleur avantage, vu que dans tous les cas, si j'étais dans une phase de jeu, j'allais jouer dans tous les cas, donc juste avoir mon contact avec mon intervenant pouvait un peu me ramener à la réalité, en fait. Et vu que sinon, je crois avec la cyber, on est beaucoup, en fait, avec la dépendance en général, on est beaucoup isolé. Puis juste briser cette isolation-là d'une manière ou d'un autre, c'est sûr et certain que c'est le plus gros avantage. Et l'inconvénient, c'est encore une fois que tu dois passer soit par l'Internet ou par l'ordinateur ou par le téléphone, ce qui est vraiment un peu le point d'accès vers le jeu. Donc, mais je crois que l'avantage de garder contact est vraiment, vraiment plus important que le malus, en fait. Comme nous l'avons entendu, l'accessibilité à l'offre de services avec les nouvelles technologies dépend de plusieurs facteurs. L'ensemble des personnes concernées ont fait preuve de créativité, d'ouverture et d'adaptation au cours de la pandémie. Elle a eu comme effet bénéfique d'accélérer le déploiement de ces interventions. Il importe maintenant de continuer à réfléchir aux enjeux liés à l'utilisation des services offerts en présentiel, en téléconsultation et en ligne selon les besoins des utilisateurs et les considérations cliniques. Vous avez entendu dans cet épisode Daniel Saint-Arnaud, Myriam Foisy, Christine Jean, Olivier, Marianne Saint-Jacques et Gabrielle. Ce dossier est créé avec le soutien du groupe de recherche Hermès et de l'Institut universitaire sur les dépendances. Oreille extérieure et conseillère de contenu, Laurence Darcy et Valérie Van Mouric. À la recherche, à l'animation, à la scénarisation, à la réalisation et aux entrevues, Maude Leduc-Préfontaine, excepté pour l'entrevue de Myriam Foisy réalisée par Charlie Mulot. À la création musicale, à la réalisation sonore et au mixage, Sébastien D. Tremblay. La série est conceptualisée et produite par la compagnie Les Murmures de la Méduse. C'est ainsi que se conclut cette série de balados. Nous espérons que cette écoute vous a plu. Au revoir!